Quel va être le destin de l'humanité? Pendant longtemps, on a pu croire qu'il y avait un guide, un juge, un roi, un prophète, des chefs spirituels qui se tiendraient dans la timonerie à la place du commandant. Or, il n'en est rien. Le grand vaisseau de l'humanité est en train de s'enfoncer dans les brumes sur une mer calme, trop calme, un petit peu à l'image de l'univers lui-même. Notre époque a produit un mythe moderne, dont il est remarquable de signaler que c'est le seul. Le mythe d'une civilisation extraterrestre, dont les caractéristiques sont toujours les mêmes. Une civilisation plus avancée que la nôtre, une logique qui ne correspond pas à la logique humaine, une pensée hors norme et surtout une connaissance cachée, une connaissance dont certains sur Terre ont la volonté de nous cacher. Ce qui, dans son sens inverse, que nous, pour notre part, nous avons la volonté d'avoir accès à cette connaissance. Ce mythe moderne est précieux. Nous allons vous présenter ce soir une série historique sur les ovnis. Et pour ce, nous tenons à saluer le grand travail de Fabrice Lazardeux, qui a largement profité de la présence de cet être magnifique qui s'appelle Julien Lombard. Cette série nous parle d'une perception signifiante de l'accès de la connaissance à l'instant même où elle a eu lieu. Ce n'est pas un hasard si, dans ces séries historiques, il est question du mur du son et de son franchissement. Il est question des théories de propulsion avec la théorie hydromagnétodynamique qui, en chaque fois, ont concerné une spécificité de cet accès. Le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne marquait le début de la Seconde Guerre mondiale. Le physicien Léo Szilard, émigré hongrois, apprend que des chercheurs allemands ont découvert comment casser le noyau de l'atome d'uranium. Craignant que les nazis n'aient pris de l'avance dans la mise au point de l'arme atomique, il convainc son ami Albert Einstein de co-signer la lettre qu'il envoie au président Roosevelt, le suppliant de commencer au plus vite les recherches sur la bombe atomique. En Europe occidentale, les unes après les autres, les nations tombaient comme des dominos sous le joug d'Hitler. Loin de là, dans le Pacifique, les Japonais lorgnaient les ruines des empires occidentaux. J'affirme que non seulement nous nous défendrons jusqu'au bout, mais que nous ferons tout pour que ce genre de trahison ne puisse plus jamais nous menacer. L'attaque surprise des Japonais sur Pearl Harbor donne un véritable coup de fouet au tout nouveau programme de recherche atomique. Il est confié aux ingénieurs de l'armée du district de Manhattan à New York, d'où son nom de Projet Manhattan. Dans la nuit du 25 au 26 février 1942, des objets lumineux sont apparus dans le ciel de Los Angeles. Des aéronefs inconnus ont été repérés dans le ciel de Californie. Certainement un raid japonais. À 3h16, la défense antiaérienne commence à tirer sur les engins volants qui arrivent du Pacifique. Le lendemain, la photo des objets volants fait la une de la presse. Du côté des autorités, on se pose des questions sur cette étrange nuit. L'US Army doute de l'implication des Japonais. À l'époque, leur puissance aérienne est trop faible pour atteindre la côte américaine. Alors, Monsieur Grély, bonjour. Bonjour. Nous allons donc vous interviewer sur votre dernier ouvrage 1942-1954, La genèse d'un secret d'État, et sur les derniers documents donc, vous citez dans votre livre. Dans une lettre du 21 février 1944, sous la plume du président Roosevelt, on lit « Je suis d'accord pour que l'application du savoir-faire non terrestre dans le domaine de l'énergie atomique soit utilisée afin de perfectionner des armes de guerre supérieures. »
c'est clair, ça fait partie d'un document qui est intégralement dans mon livre. Il y avait déjà eu une note au général Marshall qui datait du 27 février 1942, dans laquelle le président Roosevelt disait « J'ai considéré que la possession des éléments matériels que possède l'armée pouvait avoir une grande importance dans la mise au point d'une arme de guerre supérieure. Et plus loin, la possibilité de trouver des utilisations pratiques, et là j'ai souligné, mais c'est moi qui ai souligné, au secret atomique découvert en étudiant les engins célestes. » D'accord. Voilà. Alors, d'après les indications qui sont données par le général Marshall, qui était chef d'état-major, et en contact permanent avec naturellement le président des États-Unis, un premier engin en forme de disque avait été récupéré par la marine américaine au large de San Diego. La seconde récupération, elle a eu lieu dans les montagnes de San Bernardino. Cette récupération semble avoir été liée au survol de Los Angeles, qui lui est bien attesté. Fin 1942, le projet Manhattan est en bonne voie. Des progrès significatifs commencent à être enregistrés. Enrico Fermi a réussi à déclencher la première réaction en chaîne contrôlée dans une pile atomique construite sous les cours de squash de l'Université de Chicago. 26 juillet 1945. Les Alliés réunis à Berlin rédigent la déclaration de Potsdam. Les Japonais devront capituler sans condition ou s'exposer à une prompte et totale destruction. Eh bien, ce soir, nous allons parler de choses éminemment sérieuses, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Et donc, nous avons invité pour cela Pierre Lagrange. Vous êtes sociologue des sciences, spécialisé dans l'étude des controverses sur les parasciences. On vous écoute, on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Très très bonne soirée à tous. En 1947, un pilote américain raconte avoir vu 9 engins bizarres. Et intrigué d'abord parce que ce qu'il a observé n'avait pas la forme d'avion classique, c'était arrondi à l'avant, triangulaire à l'arrière. Et puis parce que d'après ses estimations, ça allait à 2 fois la vitesse du son. Vitesse fabuleuse à l'époque, puisque le mur du son n'est pas encore franchi. Kenneth Arnold, donc l'observateur, est très intrigué par ce qu'il a vu. Il en discute avec des amis pilotes qui n'ont aucune idée de ce qu'il a pu observer. Et le lendemain, en désespoir de cause, parce qu'il n'oublie pas son histoire, il va en parler à des journalistes dans le petit bled où il s'est posé, Pendleton, qui est dans l'Oregon. Kenneth Arnold déclarera un peu plus tard que ces objets se déplaçaient à la manière de soucoupes, ricochant sur l'eau. Et le lendemain, toute la presse américaine est remplie de manchettes, de unes, qui évoquent les soucoupes volantes. Le son se propage à environ 1220 km/h. Lorsque l'appareil approche cette vitesse, il se met à trembler, à vibrer. Les commandes se durcissent. Il se produit autour de l'avion une onde de choc. L'onde de choc, c'est un problème de mécanique des fluides. Et des fluides, vous en avez chez vous, c'est de l'eau. Alors ici, j'ai représenté un personnage qui trempe son doigt dans l'eau. Et comme le bouchon de pêcheur à la ligne, vous faites ça. À ce moment-là, vous faites des ondes concentriques comme ça qui se propagent à une dizaine de centimètres à la seconde. Et ça, c'est l'équivalent des ondes sonores. Ouais. Et si vous déplacez la coque à faible vitesse, la surface de l'eau reste plane. Et lorsque vous dépassez cette vitesse critique, qui est la vitesse de propagation des ondes circulaires, donc la vitesse du son, eh bien à ce moment-là, vous allez créer des vaguelettes que vous voyez, 2 vagues d'étrave et 2 vagues de culot, qui sont les analogues fidèles des ondes de choc. Le 8 juillet 1947, c'est l'affaire Roswell. Au Nouveau-Mexique, un fermier découvre dans son champ des débris qui semblent être tombés du ciel. D'après les premières conclusions de l'armée américaine, il s'agit d'une soucoupe volante. Le 8 juillet 1947 est publié un communiqué de presse sensationnel de la base des bombardiers atomiques qui annonce qu'ils ont trouvé aux environs de Roswell donc un disque volant accidenté, qu'ils l'ont récupéré et qu'ils l'ont envoyé, tous les débris, pour examen les locaux techniques de l'armée de l'air.
j'ai pu voir 2 corps sous une bâche en toile. Seules les têtes dépassaient de la bâche et je ne pouvais rien voir du reste des corps. Les têtes m'ont semblé plus grandes que la normale et la disposition de la bâche suggérait qu'ils avaient la taille d'un enfant de 10 ans. Mais le soir même, il y a un démenti du quartier général de Roswell à Fort Worth au Texas qui dit qu'ils se sont trompés, qu'en réalité ce qu'ils ont trouvé c'était un vulgaire ballon météo avec sa cible radar. On demande aux scientifiques leur avis sur ces phénomènes. Est-ce que les gens ont vraiment vu quelque chose de réel ou est-ce que c'est une erreur, une illusion ou quoi que ce soit? Alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la réponse quasi unanime qui est donnée par les scientifiques, c'est en gros, c'est des fables. Les gens ont dû se tromper, peut-être qu'ils ont bu un verre de trop ou lu un peu trop de science-fiction, mais il n'y a pas de soucoupe volante, c'est une erreur, une croyance populaire. 14 octobre 1947. C'est parti. Chuck Yeager allume ses 4 fusées. Pour la première fois, on vient d'entendre la détonation du passage du mur du son. Alors, pourquoi quand on franchit la vitesse du son, on a cet énorme bang? Imaginez un bateau comme un destroyer, par exemple. Alors, il rentre dans le port de Brest à petite vitesse. Il ne se passe rien, mais s'il arrive à 60 km/h, il fait une vague énorme et il casse tout. Hein. Donc, l'onde de choc, c'est la vague que crée l'avion. En février 1949, c'est la première photo de ce type d'objet en forme de cigare. D'autres apparitions vont alors se succéder par vagues cycliques. En 1950, à Los Alamos, donc à l'endroit où on avait on avait construit la bombe atomique, il y avait toute une équipe de scientifiques autour d'un très grand physicien de l'époque, Enrico Fermi, qui aimait bien spéculer sur tout un tas de sujets. Et un jour, parmi leurs discussions, c'était au cours d'un déjeuner, ils se mettent à discuter de la question de la vie extraterrestre. Et Fermi se livre à un petit calcul très rapidement. Il se dit, vu le nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie, donc vu le nombre de planètes qu'il pourrait y avoir autour de ces étoiles, en gros, vu l'immensité de l'univers, Fermi se disait, mais il doit y avoir un nombre absolument incroyable de mondes habités. Vu l'échelle des temps dans l'univers, qui se compte en millions, en centaines de millions, en milliards d'années, il y a peut-être une partie de ces mondes qui sont nés ailleurs, qui sont beaucoup plus anciens que le nôtre. Et donc Fermi s'est dit, mais s'il y a des mondes aussi anciens ailleurs, et toutes les questions scientifiques qu'on se pose notamment sur les voyages, ils les ont résolues. Donc ils devraient être ici. L'US Air Force prend en charge le dossier UFO. Plusieurs commissions d'enquête sont créées successivement, en particulier la commission Blue Book en 1952. Mais la CIA intervint pour imposer le blackout après les événements de Washington de 1952. Les écrans radars signalent soudain la présence d'objets volants non identifiés. Les objets se déplacent à environ 200 km/h, puis ils accélèrent brusquement jusqu'à 12 000 km/h. Ils effectuent des arrêts soudains et des virages à 90 degrés. Ils sont poursuivis par les avions de l'US Air Force, mais à chaque fois que les avions s'approchent des ovnis, ils disparaissent des écrans radars, puis ils réapparaissent. Les services officiels conclurent à une anomalie de la propagation des signaux radars et à des phénomènes de réfraction du genre mirage. Cependant, avant sa mort mystérieuse, le docteur McDonald, doyen de physique à l'Université d'Arizona, souligna l'absurdité de l'explication officielle. Le sujet devint tabou. Au début des années 50, une partie des gens dans le public décident d'enquêter pour eux-mêmes en se disant on va enquêter pour savoir si c'est sérieux ou pas, cette histoire de soucoupe volante. Et donc, à partir de 1952, on a en France, en Angleterre, aux États-Unis, des groupes qui sont créés, des groupes d'amateurs, qui vont publier des bulletins et qui vont produire des contre-expertises, je dirais, sur le sujet, et qui vont conclure la plupart du temps que les soucoupes volantes existent et peut-être qu'elles viennent d'une autre planète. Mais c'est à Jimmy Gueux que l'on doit, dès 1954, le premier livre ufologique avec les soucoupes volantes viennent d'un autre monde, publié au Fleuve Noir, et dont les illustrations de Brantôme restent inégalées. Все было впервые. Как перенес он перегрузки на взлете, как освоился в невесомости,
À côté, je dirais, de cette représentation savante plutôt conservatrice, donc qui dit les ovnis ne sont pas intéressants, il y a toute une génération de scientifiques jeunes et moins jeunes, donc là, on a quelques noms, Hynek, Vallée, McDonald, certains d'entre vous les ont peut-être croisés sur les couvertures de livres, qui disent il faut arrêter en gros de répondre au public que tout ça, ça n'existe pas, c'est des fables ou autres. Il y a des gens qui voient des choses, dans une partie des cas, on ne sait pas ce que les gens ont vu, et peut-être que la mission des scientifiques, c'est aussi de s'intéresser à ce genre de phénomène et de contribuer à apporter une réponse sérieuse à cette énigme. Le 1er juillet 1965, à l'aube, Maurice Masse est déjà à l'œuvre dans son champ de lavande. Alors qu'il roule une cigarette, il entend une sorte de sifflement très aigu. Face à lui, un engin en forme de ballon de rugby est posé sur un axe central, enfui dans le sol. Et à ce moment-là, ils sortent de leur poche un genre de tuyau long comme ça, et ils le braquent sur Maurice. Et à ce moment-là, il est carrément pétrifié. Alors effectivement, d'après vous, est-ce qu'il y a eu une soucoupe volante à Valençol? Moi je crois, parce que d'après les empreintes qui se sont produites sur le terrain de M. Masse, effectivement un engin s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très visibles. Très visibles, oui. Pourquoi les filles riaient comme ça? Eh ben je crois bien que c'était pour toi, sacré sale gueule, que je ne t'abale. Mais en 1966, l'armée de l'air américaine en a par-dessus la tête de ces histoires de soucoupes volantes, parce qu'en gros, ils voient bien qu'une partie du public ne les prend pas au sérieux. Et donc en 1966, l'armée américaine fait le tour des universités des États-Unis en disant on a beaucoup d'argent à proposer à une université qui acceptera d'étudier ce sujet. Parce que nous, on est accusés de cacher la vérité, personne ne nous prend au sérieux. Et donc il faut en gros qu'une commission indépendante, avec des scientifiques respectés, étudie cette question et dise si oui ou non, il y a quelque chose à étudier dans ce dossier des soucoupes volantes. Et la conclusion de Condon, c'est pas les ovnis n'existent pas. C'est peut-être qu'effectivement il y a des choses que les gens voient, parce que dans son rapport, en fait, il y a eu tout un tas d'expertises, d'observations qui ont été faites, et une partie des observations restent sans explication. Ils n'ont pas de trouver la solution. Donc il se dit oui, il y a des choses effectivement que les gens voient qui peuvent être étranges, mais en gros c'est pas intéressant pour la science. L'homme pour la première fois prenne pied sur la Lune. Les rues sont loin des villes naturellement, mais naturellement aussi, c'est surtout dans les halls d'hôtels, les bars et les appartements que les gens se regroupent, c'est-à-dire nous attendons. Ces tests ont tous été éclipsés par l'apparition systématique d'objets volants non identifiés autour des vols orbitaux et la découverte de traces de civilisation sur la Lune. On connaît beaucoup plus mal la surface de la Lune que celle de Mars. On a des images merveilleuses prises de très près. On n'a rien du tout de semblable sur la Lune. On peut se poser la question. D'autant qu'il y a un document que vous pouvez vous procurer très facilement, qui est un catalogue des anomalies lunaires rédigé pour la NASA. Et vous trouverez en particulier que 30% de toutes les anomalies lunaires détectées depuis 1642, je n'invente rien, 30% de ces anomalies lunaires sont concentrées dans un cratère, le cratère Aristarque. À titre de curiosité, Apollo 17 il était prévu qu'Apollo 17 se pose dans le cratère Aristarque. Curieusement, l'ordre de mission a été changé. So you're telling me, well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. I mean, listen, I've heard crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announced to me that we've been visited by aliens from other planets and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me, or I've told you about it before. Voici la dernière déclaration de l'astronaute américain Edgar Mitchell. Le Pentagone a toujours caché la vérité sur les ovnis, et en particulier sur la découverte à Roswell d'un vaisseau et de ses occupants d'origine extraterrestre.